Jamais une élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, n'aura suscité autant de passion, autant de débats, autant de coulées d'encre. Et a certainement une bonne raison. Aficionados du foot, ignorants du foot, observateurs avertis, observateurs ponctuels, tous se sont jetés à corps perdu pour analyser cette autre bataille pour la conquête de la maison de verre. Et si tel est le cas, c'est bien parce que pour la première fois dans l'histoire du football national, 3 candidats de taille et de poids s'affrontent. Ce soir, dans la série que nous vous offrons justement dans la télé d'ici sur ANCI, nous vous proposons de recevoir l'un des candidats. Il a été vice-président de la Fédération ivoirienne de football, président de la Ligue professionnelle de football. Il est un personnage clé du monde footballistique de Côte d'Ivoire et ce soir, il répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. C'est Sori Diabaté qui conduit la liste, la liste donc qu'il va évidemment dérouler dans quelques instants en différents points. Il propose des innovations majeures. On va en parler dans le détail, dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Alain Foucault. D'autres évoquent une histoire de parrainage. Les plus sévères dénoncent les rouages dans cette FIF. Les radicaux pointent du doigt un phagocytage ou une dissolution pure et simple. Depuis le 7 avril 1960, date à laquelle a été créée la FIF, Fédération ivoirienne de football, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'autant d'engouement autour de cette présidentielle. Surtout depuis l'annonce du célèbre attaquant de Chelsea, Didier Drogba. La presse, les réseaux sociaux, les anciennes gloires du football en parlent. D'ailleurs, ils ont officiellement déposé leur candidature. Chacun d'entre eux a présenté son programme, des programmes plutôt prometteurs. Selon vous, qui des 3 sera le prochain candidat, disons le prochain président plutôt, à cette élection au soir du 23 avril à Yamoussoukro, autant pour moi. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous êtes à l'émission, surtout, ne vous fâchez pas. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Nous aurons ce soir 3 invités. En premier, c'est un célèbre marabout qui s'est reconverti en coach spirituel, Pape Sec. Le deuxième était un ex-chef d'État, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, parti prématuré des adhérents à la comédie ivoirienne. Et le dernier, c'est Jésus Baoulé. Mesdames et messieurs, avant l'intervention de nos invités, je vous invite à rester scotchés sur l'animation et l'émission également de Cheikh Ivan, qui reçoit aujourd'hui l'un des candidats, à savoir Sori Diabaté. Allons-y, mesdames et messieurs. Merci Alain Foucault. Parce que là, c'est une très bonne question. Qui va gagner la présidence là, des FIF là? Il y a un proverbe sénégalais qui dit c'est que veut dire, même si on ne sait pas où l'oiseau boit de l'eau, nous tous, on sait que là-bas, il n'y a pas gobelé là-bas. Quand j'ai consulté mes amis, ils m'ont donné la réponse du futur président de la FIF. Ils ont dit, si ce n'est pas Sori Diabaté, ça sera Didier Drogba. Maintenant, si ce n'est pas les deux là, c'est que ça sera Idriss Diallo. Moi, ce que je veux dire, tout le monde connaît mon amour pour le football. Mais, vous savez, le passé permet de comprendre le présent et de prévenir le futur. En tant qu'historien, cette affaire de communauté internationale
qui est rentré dans cette affaire de président de la FIF, ce que je veux donner, ce sont des conseils. C'est-à-dire, au soir de la victoire du président, il faut qu'on crée un bureau à côté qui va servir de recomptage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je vais répondre à votre question. La question que vous avez posée. Quand je dis je suis Jésus, les gens ne croient pas. La preuve. Je ne suis même pas sur votre plateau de NCI, mais je sais que c'est Sori Diabaté que vous recevez aujourd'hui, sans même avoir l'information. D'ailleurs, même, je peux faire tout pour que les 3 présidents gagnent en même temps. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce que dans un bateau, il y a toujours un capitaine. Donc, pour donner le résultat, pour dire non, qui sera le président là? Moi, Jésus, moi. Ça, c'est un petit problème. Et je vais donner le nom de celui qui sera le futur président. Maintenant, tous ceux qui ne croient pas là, -1. Même les invités sur le plateau, président Babson, excusez-moi, mais -1. Le féticheur qui est là, faux féticheur là, -15. Alain Foucault, -1. Vous comprenez? Donc, ce que moi je vais vous dire, prenez votre cahier et un stylo, notez. Le futur président, au soir du 23, là, son nom commence par D.I. Jésus! J'en ai fini. La réponse est incomplète. DI, il y a Diabaté, il y a Diallo et il y a Didier. Rendez-vous le 23 avril à Yamoussoukro. Je vous remercie. Merci à Alain Foucault en ouverture de cette émission spéciale élection à la Fédération ivoirienne de football. L'échéance c'est le dimanche, le 23 avril prochain. Donc l'un des candidats est ce soir l'invité de la télé d'ici. Juste avant cela, l'information majeure, c'est évidemment le discours à la nation du chef de l'État. C'était ce matin même à Yamoussoukro, le chef de l'État qui a annoncé la nomination au titre de vice-président, en tout cas dans quelques jours, de Tiemoko Kone-Mélié, ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une décision qui devrait évidemment être entérinée à la faveur d'une prestation de serment. Et puis l'autre information, c'est la reconduction de Patrick Achi à la tête donc, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Patrick Achi qui devra proposer dans les jours à venir un gouvernement resserré à la demande du chef de l'État. Voici ce qui va les retenir de l'actualité majeure de la journée. L'autre actualité majeure est forcément footballistique. Je suis très heureux d'inviter maintenant à ce plateau dans le cadre de l'émission spéciale FIF, M. Sori Diabaté qui conduit la liste La grandeur de la nation du football. Merci de l'accueillir. Sori Diabaté, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Pour la grandeur du football ivoirien. Tout à fait. Voilà, pour la petite correction. Alors, on a un entretien ensemble, on est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. On sera rejoint dans quelques instants par Gliss et par Sonia qui auront, elles aussi, à leur façon, l'occasion donc de poser leurs questions. On va y aller le pied dans le plat, puisqu'on est évidemment pris par le temps. Il y a beaucoup de questions à aborder. On va essayer d'aborder les points clés majeurs de ce vaste projet donc de Sori Diabaté. Juste avant de commencer, le sujet de l'enquête d'intégrité post-élection, est-ce qu'il vous paraît fondé à ce moment précis? En fait, moi, j'ai décidé de ne pas commenter cette question. J'estime que pour l'instant, ce qui est important, c'est d'aller aux élections, d'avoir les résultats de ces élections et puis de voir ce qui va se passer après. Et si d'aventure, on nous présentait une situation quelconque qui ne convenait pas par rapport au processus électoral qui se serait déroulé, à ce moment-là, on aviserait. Vous pensez que ça vous vise personnellement? Peut-être que certains pensent que ça me vise, mais je ne pense pas être concerné. D'accord. Alors, parlons du programme. Alors, la vision qui a été, je pense, interprétée diversement par bien de personnes. Je rappelle quelques points quand même. Rattraper le retard relatif au nombre de cadres remportés, être présent à chaque phase finale de la Coupe du Monde et de JO masculin et féminin, atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde hommes, figurer au nombre des 4 meilleures sélections de jeunes en Afrique et remporter régulièrement les compétitions interclubs de façon régulière. En somme, être une référence du football africain. Question peut-être péremptoire, pourquoi tout cela n'a pu se faire pleinement avec l'équipe sortante? Parce que tout cela a été essayé
mais on n'est pas arrivé parce qu'il y a un travail qui se fait, on construit une équipe et on essaie d'atteindre des objectifs. Et des fois, vous avez malheureusement des contre-coups, il y a des situations qui vous empêchent d'arriver à ces résultats. Nous avions une génération dorée. Vous savez, quand vous regardez l'équipe de la Croatie qui a joué la finale de la Coupe du Monde 2018 contre la France, à part Modric, je ne sais pas de grosses vedettes. C'est un pays de 4 millions d'habitants, mais qui est en finale de la Coupe du Monde. Et nous, avec 20 et quelques millions d'habitants, avec tous les talents que nous avions, il y avait une possibilité de gagner. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu gagner à ce niveau-là, qu'on n'a pas pu arriver à faire toutes les performances qu'on aurait pu faire avec cette génération dorée? Il y a eu forcément des choses qui nous ont manqué au niveau du travail, au niveau même de la performance de certains joueurs, au niveau des groupes qu'on avait, des générations qu'on avait. Il n'y a pas pu avoir le suivi de la génération dorée. On a raté un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre ensemble avec les différents dirigeants du club, de faire un état des lieux, de nous dire, écoutez, on a fait un certain nombre de choses, on a planifié un certain nombre de choses, on est arrivé à faire quelques éléments qui sont quand même... Bon, on a gagné la CAN des jeunes, on a gagné la CAN des seniors, c'est pas mal, on a fait une qualification pour les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qui a fait qu'on n'est pas arrivé encore à gagner plus de CAN qu'on aurait pu le faire? Parce que l'Égypte compte 7 CAN, le Cameroun 5, et nous, on n'a que 2. Alors, on s'est posé des questions, et quand on a regardé, après avoir fait l'état des lieux, on a fait les constats, et on a proposé des solutions qui sont dans notre programme qui est là, pour la grandeur du football ivoirien, et nous estimons que si nous nous mettons à travailler comme nous l'envisageons avec ce programme, eh bien, nous allons pouvoir corriger les lacunes que nous avons connues, et nous allons pouvoir être une nation de référence dans le monde. Alors, il y a quand même un sujet qui revient. Enfin, je ne vais peut-être pas revenir sur la question de l'intégrité ou pas, mais on se souvient que dans un passé très récent, vos adversaires réunis au sein du G42 puis du GX dénonçaient l'opacité de la gestion, ce qui a d'ailleurs occasionné, le fait que le quitus ait été obtenu sur le fil, 65 voix contre 59, autant que je sache, le 25 février dernier. Alors, je vérifie donc ma note, 65 voix contre 55 lors de l'AG extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas quand même un boulet qui compromet peut-être vos chances de réussite au soir du 23 avril? Non, pas du tout, surtout que ça s'est passé dans un contexte assez difficile. Et quand vous êtes aux affaires, vous avez obtenu votre quitus le 4 juillet 2020 concernant la gestion de l'exercice 2019, et qu'après cela, vous faites l'objet d'une normalisation. C'est-à-dire que vous êtes en plein exercice et on vous dit, la FIFA, nous interrompons le processus électoral, vous n'êtes plus aux affaires, nous mettons en place une autre structure. Mais vous sortez de la maison, vous ne faites pas les arrêtés de vos comptes, il faut le savoir, nous n'avons pas fait d'arrêté de compte. C'est-à-dire que ces états financiers qui ont été présentés n'ont pas été arrêtés par le comité exécutif sortant. Il faut le savoir. Et vous n'avez pas été associé? N'ont pas été associés. Donc nous étions déjà partis. Quand la nouvelle équipe est arrivée, elle a fait les arrêtés de compte. Si vous vous souvenez, à la première assemblée générale qui devait certifier, donc qui devait donner quitus, cette assemblée ne s'est pas prononcée sur les états financiers. Parce que tout simplement, le comité de normalisation estimait qu'il n'avait pas validé les comptes. Et comme nous, on était partis, donc c'était au comité de normalisation de valider. Et c'est pour cela qu'il y a une autre assemblée générale qui a été organisée pour valider et certifier le compte à nouveau et soumettre les comptes à l'approbation du quitus. Bon, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là pour vous prononcer. Donc cette assemblée générale s'est tenue sans aucun responsable de l'ancien COMEX. Donc personne n'était là pour défendre la gestion. Parce que moi j'ai regardé les documents, je vois des états financiers avec des dettes non justifiées. Mais quand je prends mon téléphone et que j'appelle les créanciers, et vous disent, mais attendez, ça fait des mois et des mois que ces montants-là sont réclamés à la fédération. Je prends le cas tout simple de la société Ivocep, à qui on doit, et ça, j'en parle parce qu'on a dit, mais comment on peut devoir à Ivocep? Mais vous savez, il y a des gens qui sont quand même des acteurs du football qui décèdent. La fédération prend une partie des charges. Et tout cela, on ne payait pas tant que c'était le président Sidi Diallo. On dit, bon, président, laisse tomber, on va payer après, on ne paye pas. Et donc, on a le relevé de tous ces frais qui n'ont pas été payés. La société Ivocep a relancé en décembre la FIF pour vous dire, vous nous devez telle somme. La lettre a été bien déchargée, reçue, et ça apparaît dans la situation. À quelle hauteur? 6 millions. 6 millions pour ça. Alors, tout ça, ça s'est présenté dans la salle. Personne n'était là pour défendre. J'aurais été là, j'aurais dit, oui, moi je sais que pour telle personne, pour tel joueur, pour tel dirigeant, il y a eu des cas pour lesquels la FIF est intervenue. Oui, nous devons ça. Alors, il y a des responsables d'hôtels qui ont la même situation, qui nous ont appelés. Donc, quand vous n'êtes pas là pour défendre votre situation, c'est tout à fait normal que... En tant que cadre financier, c'est une situation qui, évidemment, vous horripile. Ça, on l'a bien compris. Je propose qu'on parle programme, qu'on parle gouvernance.
Vous proposez d'élargir le comité exécutif, d'augmenter le nombre de commissions, là où, par exemple, l'un de vos adversaires, Yassine Idriss Diallo, pour ne pas le citer, propose plutôt une sorte de conseil totalement autonome qui serait en charge de la surveillance et du contrôle. Écoutez, aujourd'hui, moi, je pense que nous avons un comité exécutif. Nous avions un comité exécutif à 18 membres. Et les textes de la fédération indiquaient que chaque commission permanente doit être présidée par un président, un membre du comité exécutif. Et quand vous prenez le nombre de commissions permanentes, vous avez plus que 18 commissions permanentes. Et avec les commissions permanentes que nous proposons de créer, les nouvelles commissions permanentes, c'est-à-dire la commission des infrastructures, la commission des affaires sociales et la commission en charge de la coordination des relations avec les ligues régionales, nous sommes pratiquement à 25. Et notre option, c'est de dire qu'il faut, pour autant de commissions, autant de membres du comité exécutif, pour que chaque membre du comité exécutif ait sous sa responsabilité une commission. Et nous voulons ainsi éviter les cumuls de postes et un membre du comité exécutif qui se trouve en train de diriger 2 ou 3 commissions. Je pense que c'est une meilleure façon pour nous de donner la possibilité aux personnes qui gèrent de bien s'occuper des commissions qui sont sous leur responsabilité et de faire un travail de qualité. C'est un choix stratégique pour votre part. Vous proposez aussi la refonte des textes, enfin disons des statuts et règlements. Qu'est-ce qui pose problème dans les textes actuels ? Écoutez, quand nous travaillions sur ce document, il y avait vraiment nécessité de faire cette refonte. Déjà, quand nous sommes allés en décembre 2019 à la FIFA, avant la fin du mandat, du deuxième mandat, le président Sidi Diallo, le regretté président Sidi Diallo et Maître Ro, notre responsable juridique, ont fait une mission à la FIFA pour dire nous allons bientôt aller en Assemblée générale. Nous sommes venus vous soumettre les textes de la Fédération ivoirienne de football et nous estimons que certains articles méritent d'être revus. D'abord, c'était la durée du mandat. Entre la durée du mandat et la date de renouvellement des organes, il y avait des points sur la question de vote, c'est-à-dire le coefficient de voix, parce qu'un club de première division a 3 voix, un club de deuxième division a 2 voix, un club de troisième division a 1 voix. Il y avait des groupements d'intérêt, il y avait 1 voix, et il y avait déjà des clubs de districts et des divisions régionales qui avaient émis leur souhait d'être pris en compte dans le quota du collège électoral. Donc toutes ces questions étaient sur la table. Et nous avons proposé à la FIFA de voir dans quelle mesure on pouvait apporter des aménagements à ce texte. On nous a répondu, vous êtes en décembre 2019, le mandat prend fin en février, les élections ont lieu au plus tard le 30 juin. Si vous proposez ces amendements maintenant, on va penser que ce sont des modifications que vous faites au profit de votre équipe. Peut-être que vous allez avoir un candidat. Donc on s'est assis là-dessus, on s'est dit, bon, on laisse passer les élections et après les élections, il y a pas mal de modifications à faire. Si vous prenez aujourd'hui les règlements généraux de la Fédération, on va vous dire que la saison part de 1er décembre et s'achève le 30 novembre. Ce n'est pas possible. On a modifié la saison depuis longtemps. Donc il faut faire ces aménagements pour dire que la saison part du 1er juillet au 30 juin. C'est une anomalie. Mais on fonctionne avec tout cela. Donc il y a forcément la nécessité. Une saison à cheval sur 2 années calendaires. C'est toujours sur 2 années calendaires. Et nous avons décidé, il y a quelques années, 4-5 ans, de nous coller sur le calendrier européen. Parce que la CAF elle-même a changé son calendrier. Elle était d'abord sur le calendrier civil. Ensuite, elle a fait la même chose que le calendrier européen. Et nous, nous sommes calés aussi sur le calendrier européen, c'est-à-dire qu'à partir de juillet au 30 juin. Et comme les dates pour communiquer la liste des équipes engagées en compétitions africaines, c'est-à-dire nos représentants en Coupe d'Afrique, la date limite, c'est très souvent le 30 juin ou plus tard. Donc, vous devez finir vos compétitions avant le 30 juin. Donc, c'est pour cela qu'il faut organiser. En quelque sorte, une mise à niveau des textes. Tout à fait. Par rapport aux standards internationaux. Et ensuite, il y a aussi le fait de la loi sur le sport. Depuis que la loi sur le sport a été prise, nous n'avons pas fait de modification de nos textes. Il fallait adapter. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques efforts qui ont été faits avec la normalisation et la dernière Assemblée générale qui a été faite, mais il y a encore quelques éléments sur lesquels il y a lieu de revenir. Alors, il y a un sujet sur lequel il y a lieu absolument de revenir, même de s'apaisantir, c'est la question du financement des clubs. C'est un sujet qui cristallise, c'est même un sujet majeur qu'on peut donc noter dans les différents programmes de chaque candidat. Sori Diabaté propose donc de passer pour la Ligue 1 à 100 millions, 50 millions pour la Ligue 2 et 30 millions pour la Division 3. Oui. Est-ce que c'est suffisant déjà 100 millions pour soutenir un club de première division à l'année? Il faut savoir qu'on est parti de 2011, avec l'arrivée de l'équipe de Sidi Diallo, à une subvention en Ligue 1 qui était de 38 millions. Et au départ de la fédération de Sidi Diallo,
la subvention est passée de 38 millions à 70 plus 75 millions. La Ligue 2 était de 8 millions, elle est passée à 20 et 25 millions. La troisième division était à 7 millions, elle est passée à 15 millions. Mais toutes ces subventions, quand on les faisait en 2011, c'était sur la base du budget moyen d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 et de D3. Pour nous, aujourd'hui, un club de Ligue 1 qui joue pour le milieu de tableau, je ne dis pas qui joue pour le champion, pour être champion de Côte d'Ivoire, il dépense en moyenne 200 millions par saison. Et nous, en mettant le budget, le financement à 50%, ça fait 100 millions. D'accord, donc c'est une contribution. Parce que l'idée le n'est budget pas de couvrir totalement les charges des clubs. Non, c'est pas possible. Nulle part ça se fait dans le monde. Les clubs vont chercher leurs ressources. Okay, vous allez fouiller tous les statuts de la fédération, vous ne verrez nulle part une obligation qui est faite à la fédération de financer ou de mettre des subventions à la disposition des clubs. La fédération a obligation de mettre à la disposition des clubs les droits télé, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons signé avec un diffuseur et les fonds qui viennent sont repartis, une partie au club et une partie aussi à la Ligue professionnelle pour l'organisation des compétitions et les événements que nous organisons dans le cadre de la promotion de la Ligue professionnelle. En dehors de cela, mais nous cherchons d'autres ressources qui proviennent de nos sponsors, qui viennent nous apporter leur appui pour l'organisation de nos compétitions de 2e et 3e division qui n'ont pas de sponsors. Est-ce que la fédération a une sorte de droit de regard quand même dans l'utilisation de ces subventions-là? Absolument, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à faire le travail que nous avions décidé de faire à partir de 2019. Nous avons mis en place un cahier des charges. Si vous regardez le cahier des charges qui a été validé et mis à disposition des clubs, nous avions décidé d'intervenir par dose homéopathique. Parce que si vous voulez aujourd'hui appliquer le cahier des charges que nous avons en intégralité, en faisant obligation aux clubs d'avoir un stade pour recevoir leurs adversaires, un stade aux dimensions normales, un terrain d'entraînement avec des vestiaires, vous leur demandez d'avoir une équipe de jeunes de moins de 20 ans, une équipe de moins de 17 ans, et un entraîneur, directeur technique avec une qualification requise, et avec obligation de participer à toutes les compétitions, faire toutes les visites médicales. Quand vous regardez toutes les conditions, ça veut dire que si vous voulez remplir ce que nous appelons les critères A, sur les 14 équipes, je ne crois pas que vous avez plus de 6. D'accord. 100 millions, OK, c'est plutôt généreux. L'un de vos adversaires propose plutôt 150 millions. Mais si un adversaire propose 300 millions, c'est qu'il a les moyens de le faire. D'accord. Les 100 millions seront mobilisables tout de suite? Oui. Si jamais vous êtes élu? Oui. Bien sûr, parce que voilà ce que je vous dis. Nous avons aujourd'hui la possibilité de signer avec des annonceurs et des opérateurs économiques. Et nous l'avons fait. Qui sont identifiés? Qui sont identifiés. Nous l'avons fait déjà. J'arrivais quand on a promis 38 millions en 2011. On est passé de 38 millions à 50 millions. Ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. On nous a dit, vous n'allez jamais réussir. On vous donne 6 mois. On a fait 9 ans. On est passé de 38 à 50. On a terminé à 75 millions. On l'a fait. Et si on lui dit, c'est qu'on peut le faire, c'est bien étudié, bien analysé, et les opérateurs et les annonceurs qui nous accompagnent sont bien identifiés. J'ai vu une... Alors, il y a... Justement, dans la ligne budgétaire, enfin, dans ce programme, il y a plutôt une ligne qui m'a fait tiquer, enfin, pas que j'en doute. Elle m'a plutôt fait sourire un tantinet. Contribution de transport aux membres actifs dans le cadre des championnats nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà ce qu'il y a. Nous avons fait le constat suivant. Quand vous jouez un championnat de Ligue 1, il y a 14 équipes. Il y a 14 équipes, il y a 13 matchs en aller et 13 matchs en retour. Je prends l'équipe d'Abengourou. L'Asie d'Abengourou doit se déplacer à 13 reprises normalement. Et à chacun de ces déplacements, l'équipe part à San Pedro, à Gagnoa, à Boaké. C'est des distances à parcourir. Et il arrive souvent, pour des équipes, que cela devient très coûteux. Il y a des équipes qui ont des cars pour se déplacer, mais les équipes qui louent des cars pour des déplacements. Et il y a des équipes qui, elles, essaient de trouver d'autres moyens comme elles peuvent pour pouvoir faire des déplacements. Et pendant le championnat, c'est pas très difficile. Voir en première division, ça passe, mais en deuxième division et en troisième division, vous avez des fois des clubs qui vous sollicitent un vendredi pour dire si je n'ai pas telle somme demain, je ne pourrai pas jouer. Je ne pourrai pas jouer. Et ces cas, je les reconnais et je les vis au quotidien. Ça va se faire comment alors? C'est une ligne budgétaire qui va être dégagée à l'année? C'est une ligne budgétaire de 300 millions. Qui est dégagée sur l'année et qui va permettre pour chacun des déplacements de ces équipes de faire une contribution de transport, tenant compte de la distance à parcourir. Absolument. C'est bien noté. On va parler de beaucoup de sujets, Sori Yabaté. Merci en tout cas d'être avec nous, Sori Yabaté. Vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à la fin de cette émission. On va marquer une pause. Et à la pub, on revient juste après. À tout de suite.
Retour sur le plateau de la télévision sur NCI, émission spéciale FIF. L'échéance est le 23 avril prochain. On connaîtra le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. 3 candidats en lice, dont Sori Diabaté qui conduit la liste pour la grandeur du football ivoirien, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télévision. On a été rejoint entre-temps par Gliss. Ça va Gliss? Ça va, Chèque? Ça va Sonia? Ça va et toi? Je vais très bien. Quand elle est là, Gliss, en fait, c'est qu'il y a un scanner. En fait, sa contribution dans cette émission, c'est qu'on nous aide à mieux connaître nos invités. À mieux glisser, quoi. À mieux glisser, c'est surtout ça. Quoique, c'est compliqué de glisser sur les pelouses ivoiriennes. Hein. Ah non, c'est pas. On ne peut pas s'amuser à le faire. Maintenant, on met du gazon synthétique. Ça s'améliore, là, non? Oui. Même du gazon amélioré. On va en parler. Je sais qu'il y a 4 stades qui devraient être équipés de pelouses synthétiques. Tout à fait. Dans des villes d'intérieur du pays. On va parler dans quelques instants. Juste le temps de scanner. Exactement. Juste après ça. Monsieur Sori Diabaté, vous êtes passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que vous êtes gravement ballonné. Bon, rassurez-vous, ça veut juste dire que vous êtes né pour le ballon. Et je ne peux pas vous le dire à demi-mot, vous êtes un as du foot et vous êtes toujours donné, même quand c'était à sec. Vous connaissez le football pour l'avoir étudié jusqu'à l'Abidjan Université Club. Vous aimez tellement ce sport que vous avez toujours voulu le transporter en association, et cela depuis Bingerville. Définitivement, vous êtes toujours battu pour qu'il y ait une entente sportive dans le football du plus bas niveau jusqu'en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Vous luttez pour l'esprit d'unité au sein du foot ivoirien. Et les seules divisions que vous avez promues, ce sont les divisions 2 et 3, plutôt mathématiques que thématiques finalement. Petite révision historique d'ailleurs, pour montrer que vous n'avez pas seulement porté les fardeaux, mais que vous avez aussi remporté des victoires. La CAN des cadets en 2013, la CAN senior en 2015. Et petite piqûre de rappel, les 3 participations aux Coupes du Monde, 2006, 2010, 2014. En effet, la VAR parle pour vos lauriers engrangés et pour un trésorier, ça compte. Enfin, au-delà des saines rivalités, vous avez aussi une vision, être l'humain au service de la bonne gouvernance, tout en accompagnant les autres dans un esprit de paix, de solidarité, l'ambition d'être le partenaire de confiance en faveur de la formation des jeunes, de la conquête économique et des performances exceptionnelles. Alors, Monsieur Diabaté, I'm sorry si j'ai oublié quelque chose, mais votre story est plutôt passionnante et on a hâte de la lire. Bonne chance. C'est un fils synthétique. Absolument. Ouais. Ça a bien marché, là. Je crois que c'était plutôt sur une pelouse synthétique. Oui, c'est ça. On a bien glissé, là. Tout y est, je l'ai dit à la fin. Tout y est, on n'a rien oublié. Non, vous avez oublié les 8 cannes. D'accord. Participation. C'est quand même, ça fait beaucoup. C'est énorme. Il y a 4 CHAN. Aussi. 2 Jeux Olympiques. Alors, tout le monde sait dans cette émission, le foot, franchement, c'est pas... C'est son kiff. Elle adore le lycée. Elle est incollable sur le foot. Clairement. Alors, on va parler aussi de cette dotation de 200 millions pour les aires d'entraînement des clubs. Déjà, j'imagine que c'est par club, les 200 millions. Non, c'est pas par club. C'est pas par club. C'est bien de le préciser. C'était un projet qui avait été lancé sur le 2e mandat que nous avons fait, 2016-2002. Parce que des fois, j'entends dire, mais pourquoi ils proposent ça maintenant? Il faut savoir que chaque fois que nous sommes candidats pour la présidence et la fédération, nous sortons un programme. Vous savez, c'est cette année que les gens s'en occupent, parce que c'est des années passées, c'était les footeux qui restent dans leurs affaires. Absolument. Voilà, personne ne s'occupait de ça. En 2011, on a sorti un programme, comme celui-là. En 2016, on a fait un programme. Et en 2016, on a dit, il faut doter les clubs ivoiriens de terrains d'entraînement, de pelouses d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? Si vous pouvez avoir un espace, si vous n'êtes pas propriétaire, ce n'est pas grave, vous signez une convention avec le propriétaire de l'espace, sur lesquels vous allez faire régulièrement vos séances d'entraînement. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui à Abidjan, vous avez 10 équipes pratiquement qui s'entraînent au camp militaire d'Akwedo. Dès qu'il y a un peu de bruit, on ferme le grille, il n'y a plus d'entraînement. Comprenez qu'un club professionnel ne peut pas fonctionner comme cela. Il faut avoir un espace pour vous entraîner régulièrement. Donc nous avons invité les clubs à signer des conventions avec des propriétaires d'espace. Et si vous avez signé une convention d'exploitation d'un espace, sur une période de 10 ans, parce qu'il faut aussi que nous puissions sécuriser les fonds que nous mettons sur une période de 10 ans, eh bien, nous mettons à disposition la somme de 25 millions. Ça, c'est une contribution pour que vous puissiez mettre au moins l'aire de jeu. Selon des critères, quand même. Bien sûr. D'abord, c'est quoi les critères? Signer la convention, premièrement, être un club de première, deuxième et troisième division, donc club participant au vote, donc les membres actifs, votants. Et puis, être un club structuré avec un certain nombre d'éléments. Il faut que la convention soit claire. Elle est signée entre le propriétaire de l'espace
et le club. Si la convention est signée entre le propriétaire de l'espace et le président du club à titre personnel, nous ne finançons pas, parce que nous avons eu un cas comme ça. Il faut que le club soit le partenaire ou le contractant avec le propriétaire de l'espace. Et là, nous faisons 25 millions pour 8 clubs sur une année. Sur 4 ans, ça va faire 32 clubs. Et sur 8 ans, si vous êtes là, ça va faire 64 clubs. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'en fin de compte, on va donner les moyens à tous les clubs. D'accord. Alors, vous prévoyez, je peux le dire ainsi, d'imposer une sorte de salaire minimum garanti par joueur, par club, sur la base d'un effectif de 20 joueurs. 500 000 francs CFA pour la Ligue 1, 300 000 francs, c'est bien cela, pour la Ligue 2, et la D3, 200 000 francs CFA. C'est ça. Est-ce que ça tient compte de la réalité économique des clubs? Parce que imposer à des présidents de clubs de payer ces salaires-là, à minima, est-ce que c'est réaliste? Non, en fait, ce n'est pas ce que nous disons dans le projet. Nous appelons ce programme héritage. Nous disons l'État de Côte d'Ivoire met suffisamment de moyens pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après cette Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire va montrer un visage d'un pays de football, qu'est-ce qu'il reste pour le football local? Quand les sélections étrangères seront parties, on aura plié les bagages, les télés seront parties. Que deviendra notre championnat de Côte d'Ivoire? Ou nos championnats de toutes les divisions? Que deviendront ces compétitions? Le constat que nous avons fait, la plupart de nos joueurs, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons du vivier, nous avons un talent remarquable, nous avons des jeunes joueurs de qualité. Et si vous parlez avec des agents de joueurs en Afrique, qui tournent en Afrique, européens, ils vous diront, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire compte parmi les meilleurs pays en termes de vivier. On arrive très souvent à renouveler nos générations. Qu'est-ce qui se passe dès qu'un joueur devient meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire au bout d'une saison? Il est parti. Moi, je n'en veux pas aux présidents de joueurs, aux présidents de clubs. Ils sont obligés de vendre aussi des joueurs pour avoir des ressources pour fonctionner. Parce que si vous devez chercher 200 millions et que la fédération vous donne 75, il va falloir trouver quelque part les 125. Or, si vous faites partir un jeune à 18 ans, 19 ans, vous pouvez avoir 100 millions, 200 millions, ben, ça vous permet de fonctionner. Et si nous voulons garder nos joueurs quelque peu, parce que où est-ce qu'ils vont? Les marchés européens ne sont pas aussi faciles. Ce qu'on constate aujourd'hui, nos joueurs vont jouer en Afrique du Nord. Pour quel salaire? Entre 5 000 et 12 000 dirhams au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Le salaire moyen, c'est ce montant-là. C'est entre 300 000, 500 000, 700 000. Alors je dis, si nous arrivons, nous, à faire l'effort de payer ce montant de salaire à nos joueurs, on va les conserver. Est-ce que c'est tenable? J'arrive. Ce n'est pas au club de payer. Je dis, nous allons nous retrouver tous les clubs, tous les dirigeants du football, et présenter un projet à nos autorités. Pour dire l'accompagnement que vous pouvez faire au football ivoirien sur un certain nombre d'années, pour que nous puissions atteindre nos objectifs selon la vision que nous avons, c'est de conserver nos joueurs quelque peu. Si on paye 500 000 à 20 joueurs en Ligue 1, 300 000 à 20 joueurs en Ligue 2, 200 000 à 20 joueurs en 3e division, 500 000 moyens à chaque coach de Ligue 1, 300 000 à chaque coach de 2-2, 250 000 à chaque coach de D3. Nous allons avoir des agents, des partenaires, des acteurs du football qui seront bien traités. Mais il ne s'agit pas au club de payer. Mais nous allons sortir un dossier que nous allons présenter à nos autorités. Et ça va représenter un montant total de 5 milliards 480 millions de francs CFA quand j'ai fait le calcul. Une sorte de livre blanc. Un livre blanc que nous allons sortir ensemble et que nous allons demander aux autorités. Au Maroc, ça se fait. Il y a des pays en Afrique, quand vous voyez, qui sont chaque fois en demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs, c'est parce que ces pays sont soutenus. C'est cela. Et donc, si nous faisons cela, et nous demandons un accompagnement de nos autorités sur 10 ans, je dis en 2030, la Coupe du Monde 2030, vous verrez la nouvelle génération de la Côte d'Ivoire. Et c'est celle-là qui va faire les demi-finales de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas au club de payer. Et cet argent, ça fait 6 milliards de francs par an. Que nous demandons sur un budget de l'État de 9 670 milliards. Excusez-moi, on peut demander ça au moins, 6 milliards. Alors, il y a beaucoup de fédérations, donc. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Mais quand même, le sport roi, c'est ça. Il faut d'abord faire un choix. Je ne dis pas de ne pas donner. Et après, ces fonds, on ne les met pas à la disposition du président de fédération que je serai bientôt, mais on les met à la disposition du régisseur de l'État qui est assis à la fédération. Et lui, on lui donne la liste des 20 joueurs validée par la fédération, liste qui a été mise par les présidents du club, et les fonds sont virés du régisseur directement sur les comptes des joueurs. Voilà, il n'y a pas de risque de déperdition. Alors,
Puisqu'on parle argent, j'aimerais bien savoir, avant la venue du CONOR, le budget annuel de la FIF, il était de combien? On était autour de 7-8 milliards. 7-8 milliards. Et les recettes? Elles font le montant du budget. Non, elles font le montant de 7-8. Elles sont globalement 7-8 milliards. Donc vous étiez à l'équilibre? À l'équilibre. D'accord. OK. C'est pas ce qu'on a entendu avec un autre candidat, qui parlait plutôt de déséquilibre structurel même du budget, avec 7 milliards de budget, 6 milliards en recettes. OK. Si vous le dites, OK, on va s'en tenir à cela. Écoutez, sur les derniers exercices, quand vous avez regardé le compte de résultats, on était en 2019 à 564 millions. D'accord? Positif, c'est-à-dire un excédent. OK? D'accord. Donc, quand vous regardez les résultats qui ont été faits cette année, on vous a présenté un déficit. On vous a présenté un résultat négatif. Mais le résultat négatif, il est le fait de quoi? D'un retraitement. Il y avait des créances sur l'État qu'on a considérées comme ne pouvant pas être encaissées, qui ont été retraitées. Pourquoi? Parce que douteuses? Parce qu'on estimait que ces créances-là, d'après les informations que ceux qui ont fait les États ont eu, ces fonds-là auraient été payés. D'où tout ce qui a été raconté. Moi, je mets au défi de me dire que ces fonds ont été payés. Parce que nous aussi, nous avons des éléments. Et comme on n'a pas pu nous permettre d'être à l'Assemblée générale, et nous avons écrit au comité de normalisation le 18 septembre 2022, pour dire nous entendons tellement de choses sur les états financiers de la Fédération qu'il serait bien que vous nous autorisiez à participer à la prochaine Assemblée générale qui va se prononcer sur les états financiers. On vous a dit quoi? On ne nous a pas donné accusé de réception. Je dis, on n'a pas donné accusé de réception. D'accord. On comprend. Ça veut dire qu'on n'a pas donné de réponse à notre courrier. On n'a même pas dit on a reçu, on va vous répondre demain. Mais c'est fini, tout ça c'est du passé. On avance, les élections c'est le 23. Tout ce qui est passé, il faut le mettre aux oubliettes et puis il faut avancer. D'accord. Avançons dans cette émission, dans le conducteur de cette émission. Je vous suis. Question directe, réponse directe. C'est un peu le challenge auquel va vous soumettre Sonia. Ça s'appelle question directe. Bon. Réponse directe. Il faut peut-être rappeler le principe aussi. Oui, bien sûr. J'adore faire ça en plus. Monsieur Sori Diabaté, question directe, réponse directe. Les yeux dans les yeux, vous n'avez d'autre choix que de me dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Promettez-le. Je le jure. Ah, OK. Alors... Le principe, il est simple. 10 questions, 15 secondes par question. Vous avez droit à un joker. Est-ce que c'est bon pour vous? 15 secondes par réponse. Hein. Il a 15 secondes pour répondre. Par réponse, oui. C'est bon. OK. Alors, après des mois et des mois d'attente, c'est bon. Le processus électoral peut enfin commencer. Comment vous vous sentez? Bien. Très bien. OK. Alors, pourquoi les votants devraient vous faire confiance? Vous avez été vice-président de la FIF et apparemment, votre gouvernance n'a pas forcément convaincu. Pour preuve, une commission d'enquête a été diligentée pour enquêter sur ce que vous avez fait, enfin, vous et votre équipe. Je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance d'une commission d'enquête. Nous avons passé 9 ans et chaque année, nous avons obtenu le quitus financier. Et qui sait ce que veut dire un quitus financier? Cela veut dire tout simplement que vous êtes dégagé de toutes responsabilités en ce qui concerne les questions financières. Pendant 9 ans, nous avons obtenu les quitus. Donc pour nous, tout ce que nous avions à faire selon les règles des finances, des comptables, tout cela a été fait selon toutes les dispositions qui étaient arrêtées selon nos statuts et selon les dispositions de la méthode comptable en vigueur. Donc on n'a rien à se reprocher. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais on n'a rien à se reprocher sur la question des finances. OK. Alors, on a lu qu'il y a eu un détournement de 4,5 milliards de francs CFA dans les caisses de la fédération sortante. Vous en faisiez partie. Je sens déjà que vous voulez répondre. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dis c'est faux, archi faux. Vous savez, il y avait une action qui était en cours. Il fallait salir l'image de ce comité exécutif et surtout salir l'image du candidat le plus redoutable de ces élections, que je suis. Ça, c'est la vérité. Il fallait tout faire pour dire, mais jamais on n'a pu vous donner une preuve de détournement de 4,5 milliards. Et vous avez vu quelqu'un aller un jour sortir un document. Et quand on a entendu cela, on a dit, bon, mettez les preuves sur la table et puis convoquez-nous à une émission télé devant la nation pour que chacun de nous puisse se prononcer. Ça, c'est jamais fait. C'est déjà passé. Est-ce qu'on peut mettre le chrono de 15 secondes, c'est celui de 20? On peut y aller. Alors, l'hôtel des éléphants, le centre médical des éléphants, un musée pour retracer l'histoire du football ivoirien, des subventions de millions et de millions de francs CFA. D'où viendra l'argent pour faire toutes ces actions que vous avez prévues? L'argent viendra de nos partenaires. Nous avons été la première fédération à donner les subventions
que les clubs perçoivent maintenant, depuis 1960. Personne n'a fait autant que nous. Ça veut dire que nous savons où trouver l'argent. Et nous irons chercher l'argent où l'argent se trouve. Et nous pensons qu'avec les idées que nous avons, avec tous ceux qui nous accompagnent, nous trouverons les ressources pour le faire. Il y a une partie des financements qui viendra de la FIFA. Il y a des programmes FIFA Forward. Quand on parle des terrains synthétiques et autres, il y a des poches pour prendre de l'argent. Il y a des fonds que nous prenons, que nous recevons également de nos participations aux compétitions internationales. Donc il y a, moi je sais, parce que j'ai participé, je sais où on prend ces ressources. Et puis il y a des annonceurs qui sont prêts à nous accompagner. Voilà. Alors, dans votre programme, on peut lire « Repenser le système de parrainage des candidatures pour éviter les abus ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que c'est moi qui avais raison en son temps. Parce que ce programme que vous avez aujourd'hui, c'est un programme qui a été fait sur cette partie le 15 avril 2020. Okay. Le 15 avril 2020, on a publié ce programme en disant « Réfléchissons au système de parrainage parce que ça risque de nous poser des problèmes ». Et là, nous, on a dit, si on passe aux élections, on était en 2020, si on passe le 5 septembre 2020, c'était la date des élections, dès qu'on passe, on va mettre sur la table cette question des parrainages parce que c'est une question délicate et qui pourrait poser des problèmes. On peut la développer. Pause donc sur le timekeeper, c'est-à-dire réduire le nombre de parrainages? Non, ce n'était pas la question de réduire le nombre de parrainages. La catégorisation était un problème. Parce que nous avons failli connaître cette situation en 2016. Je l'ai dit ouvertement, vous avez une obligation pour être candidat de donner 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, et 2 clubs de 3e division et un groupement d'intérêt. Sauf qu'il n'y a que 5 groupements d'intérêt. Je n'étais pas très suivi, ça je dois l'avouer, parce que quand je posais le problème, même dans nos équipes, ce n'était pas toujours facile de convaincre les gens. Mais nous sommes trouvés dans une situation en 2016 où on a failli nous faire un coup en nous disant, écoutez, voilà, il y a 5 groupements. Si les 5 groupements réunis vous disent, on ne vous donne pas un parrainage, vous n'êtes pas candidat. Vous pouvez avoir le parrainage des 76 clubs de football de Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas candidater. D'accord. Vous voyez, c'est un peu plus corsé, ça. Voilà, mais vous voyez, c'était compliqué de laisser ça se faire. J'ai estimé qu'un jour, ça allait poser un problème parce que ça allait être le dictat d'un groupe par rapport aux autres. Alors, dans votre programme, on lit encore « Renouer avec le public pour un championnat national plus attrayant ». Concrètement, que comptez-vous faire pour cela? Mais nous avons avec nous des personnes qui pourront nous aider à développer cet aspect-là. Moi, j'avais déjà travaillé sur cela et nous avons réussi sur 2 années de suite à améliorer l'audience avec les spectateurs, augmenter le nombre de spectateurs de 60%. Vous savez que nous avons connu... C'est-à-dire les gens sont en train de se dire on ne peut pas faire ce qui s'est passé dans les années 90, 91. Il faut du temps. Parce que la guerre, pardon, la situation que nous avons connue nous a fortement perturbés. Donc nous avons réfléchi et nous avons trouvé la solution parce que nous avons mis en place un groupe de travail qui a commencé à faire des réflexions et nous avons nos idées là-dessus. 15 secondes. Alors, votre programme, en tout cas, j'ai lu tous les 3 programmes, il y a des points communs avec les 2 autres candidats. Donc, ce qui veut dire que les problèmes du foot sont connus. Mais selon vous, qu'est-ce que votre programme a de plus que les autres? Moi, ce que j'ai aujourd'hui dans mon programme de plus que les autres, je pense que j'ai parlé infrastructure de compétition. Parce que j'estime que quand vous prenez l'est de la Côte d'Ivoire, vous avez 9 équipes en partant d'Azopé à Bouna. Vous avez Azopé, vous avez Azidabengourou, vous avez Monadios. Et vous avez 9 équipes, et pour ces 9 équipes, vous n'avez pas de stade pour recevoir un match de championnat de Côte d'Ivoire de Ligue 1. Donc il y a un trop de déficit en termes d'infrastructure pour pouvoir faire les matchs de championnat. C'est ça que vous avez en plus. Voilà. Okay. Alors, supposons que vous êtes élu président de la FIF, quelle sera votre première action? La première action, c'est de réconcilier la famille du football ivoirien. C'est de parler à tous les acteurs, de parler à tous les candidats et de dire à tous les frères que nous devons nous mettre ensemble. Au besoin de voir qu'est-ce que vous avez de bon chez vous dans vos programmes que moi j'estime être bon, qui peut servir au football ivoirien, et de voir comment nous pouvons nous mettre ensemble, mais quelles sont les personnes avec lesquelles je peux travailler et nous pouvons travailler. Quelles sont les personnes qui, dans votre équipe, ont le profil pour nous accompagner? Depuis le départ, je l'ai dit, nous devons pouvoir travailler ensemble. Nous avons tous des programmes qui travaillent, qui réfléchissent au développement du football ivoirien. Donc, si nous nous mettons ensemble, nous allons réussir ce pari. Du coup, question contraire, votre programme, c'est, vous dites que ce que vous voulez, c'est le rayonnement du football ivoirien. Si vous n'êtes pas porté à la tête de la FIF, est-ce que vous serez prêt à mettre à disposition vos relations au président de la FIF? Pourquoi pas? Moi, je suis un enfant du football ivoirien. Je reste disponible.
Ce que je fais déjà, je le fais à l'étranger et je ne vais pas refuser de le faire ici. Je suis sollicité. Vous savez que je suis chargé de l'organisation pour le football des Jeux de la francophonie 2023 à Kinshasa. Je suis délégué FIFA pour ce jeu. Je ne vais pas aller travailler ailleurs et refuser de donner mon expertise à mon pays. Le plus important, ce n'est pas le poste. Le plus important, c'est le pays. C'est bien noté. Merci Sori Diabaté de s'être prêté à ce jeu de questions-réponses, questions-réponses, questions directes, réponses directes. Il va falloir s'y habituer puisque c'est une nouvelle trouvaille dans la télévision. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour le tout dernier virage de cette entrevue que nous accorde Sori Diabaté dans le cadre de cette spéciale élection à la FIFA. A tout de suite. Pour la grandeur du football ivoirien, la liste conduite par Sori Diabaté en lice pour la présidence de la FIFA, pour le contrôle de la Maison de Verre, élection prévue le 23 avril prochain. Nous ouvrons justement la série des entretiens dans le cadre de la campagne officiellement ouverte. Sori Diabaté, qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe A si vous êtes président de la FIFA? C'est une décision qui va être prise par le comité exécutif. Ce n'est pas le président de la fédération seul qui prend la décision, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une consultation qui s'est faite. La première des choses que nous allons faire, c'est de mettre en place une commission qui va déjà commencer à recevoir les dossiers. Elle va, une commission technique, laquelle va faire donc son premier travail, qui va éplucher les dossiers, et elle va retenir un certain nombre de dossiers qui seront soumis au comité exécutif. Voilà, et ce comité exécutif va se pencher là-dessus et puis choisir très rapidement. Est-ce qu'il faut reconduire Baumel de l'avis de Sori lui-même? Est-ce que je dois me prononcer sur cette question ici? Je ne sais pas. Si le comité exécutif décide de reconduire Baumel, pourquoi pas? Il faut un national ou un expatrié? Peu importe, il faut un entraîneur qualifié, capable de gérer le groupe que nous avons. Parce que la couleur la question de couleur, ça me gêne un peu. Celui qui a gagné le dernier trophée pour nous, c'était un Français. Bon, et un Ivoirien qui a gagné, c'était Yoro Martial. Bon, il y a des Français qui sont passés, qui n'ont pas gagné. Il y a des Européens qui sont passés, qui n'ont pas gagné. Des Ivoiriens sont passés, qui n'ont pas gagné. Donc la question de la nationalité, ça me préoccupe peu. Elle a peu d'importance. Franchement, parce que pour moi, si on peut trouver un entraîneur qui va nous amener à la Coupe du Monde et arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, mais s'il vient de l'Azerbaïdjan, qu'il est bon, moi je le prends. D'accord. Voilà. Alors, on va parler de transmission générationnelle. Glisse, qui a une Mais une toute petite question en rapport avec le question directe, réponse directe tout à l'heure. Vous parliez de votre première action, en fait, une fois élu, rassemblement, en fait, des acteurs du football. J'ai envie de vous demander un petit peu, comme ça, par curiosité, ce serait quoi vos rapports, en fait, avec les deux autres candidats? Ce sont mes frères. J'ai aucun souci avec Idriss Diallo, qui est mon frère, avec qui je passais 9 ans au comité exécutif de la fédération. Et Didier Drogba est le capitaine de l'équipe quand moi j'étais président de l'équipe nationale. Donc c'était mon capitaine à la Coupe du Monde 2010. On a passé 12 ans en sélection. Donc on a passé de très bons moments et on se parle. Et on s'échange des messages. Je parlais encore à Didier il y a 2 jours. Et j'étais avec Idriss ce samedi. Didier, on s'échange des messages jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est vrai. Calmez-vous, il n'y a rien entre nous. Alors, je parlais tout à l'heure de renouvellement générationnel. On ne parle pas beaucoup, c'est vrai que ça figure dans votre programme, on ne parle pas beaucoup du championnat des jeunes. Qu'est-ce qui est prévu par... Alors, ce qui est prévu pour nous dans le championnat des jeunes, nous avons décidé de passer les ligues de 12 à 16, les 16 ligues régionales. Ça fait déjà beaucoup, hein? 12, 16. Oui. Il faut accorder des subventions? Non, c'est pas ça. D'accord. Il faut être plus proche de nos... Les 12 ligues, ça fait 10 ans qu'on est dans 12 ligues. Aujourd'hui, nous voulons être plus proches de nos acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez... Je vous donne un exemple. La Ligue d'Abidjan, elle part d'Aboisseau. Quand on parle de la Ligue d'Abidjan Nord, elle part d'Aboisseau jusqu'au plateau. Jusqu'à chose. Ça fait jusqu'à Treichville. Ça fait long. Donc, nous avons décidé de créer 4 ligues. Une ligue du côté de Dimbokro, d'Abo, Beauville et Aboisseau. Donc, nous allons organiser des compétitions préliminaires au niveau des jeunes. Nous avons 700 centres de formation ou dites structures d'animation de football des jeunes. Et nous allons mettre toutes ces structures en compétition avec des compétitions préliminaires dans l'ensemble de ces ligues, organisées par les ligues. Et nous allons sortir 10 équipes dans chacune des ligues. Donc il y aura 160 équipes de jeunes qui vont jouer une compétition élite jeune.
Et cette compétition sera supervisée alors par une organisation que nous allons mettre en place, qui est la Ligue de football des jeunes, qui va avoir son autonomie administrative, qui va faire son organisation, plutôt que d'avoir la direction technique nationale qui organise ces compétitions. Ces compétitions, quand elles seront organisées, il y aura un champion de chaque ligue. Donc il y aura 16 champions des ligues. Mais comme nous ne cherchons pas à avoir un champion de club de Côte d'Ivoire au niveau des jeunes, nous cherchons à créer la nouvelle génération. Et donc nous allons faire quoi? Nous allons faire par exemple la Ligue de Boaké, une sélection de jeunes. Parce que si vous avez un meilleur gardien de but à Kennedy et que vous ne le prenez pas parce que c'est l'équipe de Air France qui est championne, mais vous allez laisser le meilleur gardien de Boaké. Absolument. Donc nous faisons la sélection au niveau des différentes ligues régionales. Les 16 ligues régionales vont se retrouver à Abidjan ou Yamoussoukro, quel que soit le lieu, de façon tournante dans la Côte d'Ivoire, en 4 poules de 4 pour une compétition. Pour une autre compétition. Une autre compétition. Et après cet écrémage, nous allons sortir les meilleurs joueurs. Il va y avoir forcément la Ligue qui va remporter le trophée de champion régional, de champion de Côte d'Ivoire, mais la sélection championne de Côte d'Ivoire. Et nous allons donc utiliser nos anciens footballeurs formés à cet effet pour pouvoir faire la détection. Ils seront d'abord dans les ligues. Ensuite, pendant les compétitions, ils vont tourner donc, à l'intérieur du pays pour recruter tous ces jeunes. Et tous ces jeunes qui vont être retenus, nous allons les faire entrer dans des centres de développement du sport au niveau des 5 zones. Il y aura une zone au nord, une zone au sud, une zone à l'est, une zone à l'ouest et une zone au centre. Donc tous les meilleurs de ces zones vont se retrouver une fois chaque 2 mois, suivis par des encadreurs techniques de la direction technique nationale. Et ceux-là vont faire encore une dernière détection. Et la dernière détection va nous permettre d'avoir une 50aine de jeunes qui vont intégrer ce que nous appelons le centre d'excellence du football avec la meilleure qualité. Très bien. Alors, un dernier point, ce sera vraiment le tout dernier point. On a lu aussi un programme de logements sociaux pour les joueurs. Rapidement. Rapidement, on nous a dit, si nous arrivons à payer les salaires que nous payons, que nous avons prévus, si aujourd'hui un jeune cadre qui touche 500 000, il peut aller dans une opération de location-vente. Il y a des clubs qui payent 50 000, 60 000, 75 000 de loyers pour leurs joueurs. Au lieu de payer des loyers dans le vent, il faut entrer dans une opération immobilière. Nous avons déjà discuté avec un opérateur immobilier. Et nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir des maisons à 12 millions jusqu'à 15, 25 millions. Et le joueur, il souscrit à l'opération immobilière parce qu'il payera tous les mois un montant qui représente son loyer. Et nous avons obtenu l'accord d'une banque qui est prête à nous soutenir dans le cadre de cette opération. Donc le financement sera accordé à la banque, à l'opérateur, qui lui va va construire les maisons. Et les maisons seront cédées aux acquéreurs, qui sont des acteurs du football. Joueurs, entraîneurs, arbitres, médecins, tous ceux qui interviennent dans le milieu du football. Je suis joueur, je me blesse, je ne suis plus en activité. Vous n'êtes plus en activité, on vous demande la possibilité de payer. Si vous pouvez trouver des ressources pour payer, vous continuez. C'est comme quelqu'un qui perd son emploi. D'accord. Okay. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de payer, et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, Ivan, le besoin en logement est tellement important qu'on aura toujours un acquéreur. Absolument. Mais principalement, d'abord, en priorité, nous allons, si vous êtes dans l'incapacité de payer, nous allons mettre la maison à la disposition d'un autre acteur du football ivoirien. D'accord. Et s'il y a défaillance, en ce moment-là, on trouverait un autre acteur. On va marquer une pause, c'est la toute dernière pause. Juste derrière, je veux demander, vraiment en 45 secondes, pourquoi les 41 électeurs devraient voter pour Sori Diabaté. 45 secondes, c'est le défi. Parce que Sori Diabaté, c'est l'ex. À tout de suite. Sur le plateau de la télévision, pour le tout dernier virage de cette émission entièrement dédiée à la FIF, la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'échéance est le 23 avril prochain. Sori Diabaté est l'un des candidats majeurs de cette élection. Pourquoi on devrait voter pour Sori Diabaté? Parce que Sori Diabaté, c'est l'expérience, ce n'est pas l'ancienneté. Parce que l'ancienneté, c'est le nombre d'années passées sans qu'on apprenne quelque chose. Mais quand on a l'expérience, c'est la somme de connaissances acquises quand on est resté pendant un certain temps. Il a cette expérience, il a la compétence, il a la connaissance du terrain, il a la connaissance de l'environnement et il est proche des dirigeants de club. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent me joindre. Quand vous arrivez dans une ville, vous avez besoin d'un guide. D'accord? Il y a un guide qui arrive, qui vient d'arriver dans la ville. Il y a un autre qui était là, qui est parti 10 ans et qui revient dans la ville. Et il y a un qui est là depuis 18 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quel guide vous choisissez? Celui qui était là, il connaît les contours et tout ce qu'il y a dans la ville et saura vous orienter. C'est Sori Diabaté, faites le bon choix.
Félix Diabaté, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Merci d'être passé et éclairer la lanterne des nombreux Ivoiriens qui se passionnent de plus en plus pour cette question liée donc à la présidence de la FIF. Glisse, à demain. À demain, Cheikh. À demain, Sonia. demain, Cheikh. On sera en compagnie demain d'un autre candidat, c'est Yacine Idriss Diallo. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, la Tibène, l'orchestre résident s'installe pour clôturer tout ceci en musique. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Daphné et la T-Band. Good job. Bravo.